18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24h Afrique à la une de l'actualité. Dans le dossier de la plainte sud-africaine contre l'entité sioniste, nouvelles audiences dès jeudi à la CIJ. Pretoria ne ménage pas ses efforts et exige un retrait immédiat de l'entité sioniste de Rafah et un accès sans entrave à l'aide humanitaire à Gaza. Dans le dossier libyen, l'ex-représentant spécial pour la Libye, Abdoulaye Bathily, fait un plaidoyer à charge des ingérences étrangères et de leur relais au sein des partis libyennes. Et puis direction l'Afrique de l'Est où les pluies déluviennes qui ont frappé la région provoquant des centaines de morts en raison des inondations risquent encore de porter préjudice aux populations qui seraient peut-être contraintes à se déplacer. La Cour internationale de la justice a annoncé ce mardi la tenue d'audience jeudi et vendredi à la demande de l'Afrique du Sud qui a une nouvelle fois saisi la plus haute juridiction de l'ONU pour imposer de nouvelles mesures à l'encontre de l'entité sioniste, notamment le retrait immédiat de Rafah et au même titre de prendre les mesures efficaces pour garantir et faciliter l'accès sans entrave à Gaza de l'assistance humanitaire. S'exprimant par voie d'un communiqué, la CIJ a précisé que les audiences de jeudi seront consacrées aux avocats de Pretoria et celles de vendredi à l'entité sioniste. Pour rappel, Pretoria a saisi la CIJ en décembre dernier, accusant l'entité sioniste de perpétrer un génocide à Gaza. Et en janvier, la CIJ a appelé l'entité sioniste à prévenir tout éventuel acte de génocide et à permettre l'accès à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Zoom à présent sur le dossier libyen. Les langues se délient pour dénoncer les entraves faites autour ou un retour du processus électoral. Seule voie sérieuse pouvant sauver le pays du drame des périodes transitoires. Quelques semaines après sa démission, l'ex-représentant spécial onusien chargé du dossier libyen, Abdoulaye Bathily, à l'occasion d'une longue interview publiée sur le site des Nations Unies, a déclaré que les Libyens aspirent à la démocratie et à la liberté. Selon Bathily, certaines parties extérieures ont soutenu des initiatives parallèles dont le but était de saper les efforts onusiens. L'ancien représentant spécial onusien a également fustigé certaines attitudes visant à faire prévaloir les ambitions personnelles au détriment de l'intérêt du peuple libyen en faisant perdurer la crise. Et dans le dossier soudanais, à présent, le secrétaire général des Nations Unies se dit très inquiet quant aux combats qui ont lieu depuis quelques jours entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à El-Fasher au Darfour, a indiqué lundi un de ses porte-paroles, affirmant, je cite, Antonio Guterres est alarmé des informations faisant état de l'utilisation d'armes lourdes dans les zones densément peuplées, ayant causé des dizaines de victimes, d'importants déplacements et la destruction d'infrastructures civiles, ajoutant que Guterres s'inquiète en particulier pour le sort des habitants de la capitale du Darfour du Nord, dont 800 000 déplacés font déjà face à la famine et aux conséquences de plus d'un an de guerre, a-t-il souligné, indiquant en outre que le secrétaire général des Nations Unies réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire sans entrave. Comme vous le savez, depuis un an, le Soudan fait face à un conflit armé violent qui oppose l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, prend part ce mardi à Manama au Bahreïn aux travaux des réunions ministérielles préparatoires au 33e sommet de la Ligue arabe, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères précisant
que les réunions portent sur le suivi de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors du précédent sommet tenu à Jeddah, ainsi que sur les principales questions proposées pour l'inscription à l'ordre du jour du sommet de Manama, en tête des questions, la Palestine. Par ailleurs, Ahmed Attaf a eu, en marge des travaux, des entretiens bilatéraux avec bon nombre de ses homologues de la Ligue arabe, notamment le chef de la diplomatie mauritanienne Mohamed Salem Ould Merzouk, une réunion de concertation consacrée à l'échange d'analyses et de visions sur le développement de la situation au niveau arabe et africain. Et avec son homologue yéménite Mohsen El-Zindani, Ahmed Attaf a examiné l'évolution de la situation au Yémen et les perspectives de lui mobiliser soutien nécessaire à travers le Conseil de sécurité de l'ONU. En outre, le chef de la diplomatie algérienne s'est également entretenu avec le vice-premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, avec qui il a évoqué les questions concernant les relations algéro-jordaniennes. Un mémorandum d'entente algéro-italien dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique visant à renforcer la coopération bilatérale en prévision de l'établissement d'un partenariat dans la recherche scientifique a été signé ce mardi à Alger. La cérémonie de signature des documents a été coprésidée par le ministre de l'enseignement supérieur algérien et celle de l'Italie. Nous signons une convention cadre pour développer la coopération jusqu'à ce que nous arrivions au stade de partenariat dans le domaine de l'enseignement supérieur et plus particulièrement le volet pédagogique en vue de favoriser la création d'un environnement pédagogique unifié entre les universités algériennes et italiennes susceptibles de renforcer les relations académiques. Nous avons évoqué avec Monsieur le ministre l'importance des relations historiques entre nos deux pays et nous avons insisté sur la profondeur des liens fraternels et culturels, ainsi que nos racines communes et qui constituent notre avenir en commun. C'est en soi l'esprit de l'accord que nous avons signé aujourd'hui pour le partage d'expériences académiques et dans la recherche scientifique. Le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, a entamé aujourd'hui une visite de travail de 2 jours en Algérie, a fait savoir un communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines lors de sa visite en Algérie. Les 14 et 15 mai, Mohamed Hamel devra notamment s'entretenir avec le ministre de l'Énergie et des Mines et des responsables du secteur, précise le communiqué qui a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts conjoints entre l'Algérie et le GECF en matière de recherche scientifique et d'innovation. Et dans le cadre d'une initiative internationale de coopération, le Bureau de l'Organisation internationale du travail à Alger pour les pays du Maghreb a lancé dans la wilaya de Guelma un atelier d'appui cofinancé par le Fonds international pour le développement agricole visant à soutenir la vulgarisation et l'extension du statut d'auto-entrepreneur, une initiative baptisée Pro-Agro. C'est un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. La promotion du statut d'auto-entrepreneur et la création d'opportunités économiques pour les jeunes Algériens dans divers secteurs, notamment dans l'agriculture, ouvre la voie à une transformation économique et sociale significative. Une initiative peut favoriser la diversification des activités économiques en Algérie et au Maghreb. Oui, alors le statut d'auto-entrepreneur, c'est un maillon qui manquait dans le statut économique et social algérien. Maintenant, c'est un statut qui est en place et qui va permettre à plusieurs niveaux de promouvoir l'auto-entrepreneuriat, la création de nouvelles entreprises, surtout dans des secteurs qui existent déjà, mais aussi dans des secteurs innovants et dans de nouveaux métiers.
Le statut d'auto-entrepreneur offre aux jeunes la possibilité de démarrer une activité agricole avec des formalités administratives simplifiées et des avantages fiscaux intéressants. Il y a des mesures d'avantage, on va dire, pour le statut d'entrepreneur, qui sont l'affiliation à la CASNOS avec un paiement d'abonnement annuel réduit en ordre de 24 000 dinars seulement, contrairement à ce qui se fait dans les autres activités. Donc la fiscalité de l'auto-entrepreneur, c'est l'UFU, l'impôt forfaitaire unique. Donc l'auto-entrepreneur, il paye à la fin de l'année fiscale une moyenne de 0,5% de son chiffre d'affaires annuel. Il a la possibilité aussi, l'auto-entrepreneur, d'avoir un compte bancaire commercial. Déjà, en obtenant le statut, il élargit son marché, donc il était restreint. Donc, quelqu'un qui est dans l'informel, il travaille avec des particuliers, donc en cash, on va dire, il reçoit ses commissions en cash. L'auto-entrepreneur, lui, il travaille en toute légalité, donc il a la possibilité de travailler avec des entreprises publiques, des écoles, des hôpitaux, etc. Depuis le Covid, nous avons restreint un petit peu les groupes et nous avons... ProAgroJeunes est un atelier qui vise à sensibiliser les jeunes porteurs de projets sur les opportunités offertes dans le secteur agricole ainsi qu'à leur offrir les outils et mécanismes nécessaires pour démarrer leur propre entreprise. Cet atelier vise également à encourager l'entrepreneuriat local et stimuler le développement économique au niveau régional. Je vous le disais en titre, la sonnette d'alarme est tirée par les agences onusiennes. Plus de 635 000 personnes ont été touchées par les inondations en Afrique de l'Est, dont plus de 235 000 déplacés. Des chiffres qui risquent de se voir augmenter dans les prochains jours. Et les pays les plus touchés sont le Burundi, le Kenya, la Somalie et la Tanzanie. Le point avec Imen Merat. L'Afrique de l'Est subit-elle en ce moment la colère de Mère Nature et les conséquences du réchauffement climatique? Les scientifiques s'interrogent sur un problème qui risque de provoquer une nouvelle vague de déplacements massifs dans la région. Après le Kenya, le Burundi, des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de se déplacer à nouveau à cause des inondations provoquées par les fortes pluies. Je pense que l'État et ses partenaires ont préparé cela. Je viens de passer 4 ans en nomade. J'ai tout perdu. Vous voyez que je suis handicapé aussi. Le gouvernement du pays a commencé à reloger environ 2000 familles déplacées par les inondations, les installant dans des abris situés sur des terrains plus élevés. Nous pensions que l'État nous avait abandonnés. Dieu merci pour cette légère amélioration, pour avoir un endroit où se reposer. Je pense qu'ils étaient préparés. Quand vous déplacez quelqu'un, vous le déplacez ailleurs. Le déplacement de la population impactée par ces pluies diluviennes se heurte à de nombreux défis, en l'occurrence des défis logistiques, notamment la pénurie de matériaux utilisés pour construire des abris destinés à reloger les familles déplacées. Entre septembre dernier et le 7 avril de cette année, pluies dévastatrices, glissements de terrain, vents violents et grêles ont affecté plus de 203 900 personnes. Suite à des inondations qui durent depuis plusieurs mois, des centaines de milliers de personnes au Burundi, au Kenya, au Rwanda, en Somalie, en Éthiopie et en Tanzanie ont connu des déplacements massifs. Au 3 mai 2024, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies recensait 637 000 personnes touchées par les événements et 234 000 déplacés, un nombre qui ne cesse d'accroître. L'Organisation internationale pour les migrations travaille avec les gouvernements et les partenaires pour répondre aux impacts des inondations en fournissant une assistance vitale aux populations touchées. Au Burundi, l'OIM a fourni des abris d'urgence, des couvertures, des ustensiles de cuisine, des lampes solaires, des kits de dignité et d'autres articles à plus de 5000 personnes et d'aide à la réinstallation des personnes touchées dans des zones sûres et moins exposées aux inondations. L'OIM fournit également une aide d'urgence familiale aux différentes communautés du pays, même si les inondations et les fortes pluies se poursuivent.
Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité africaine. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est pour le 19 Info présenté par Kherdine Bataché en nom de l'ensemble des équipes du 24 heures Afrique. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.